Bon. Bonjour, bonsoir, bienvenue à Indie Co, le podcast qui interviewe des gens et des personnes qui développent du jeu vidéo souvent indépendant, pour nous motiver, pour nous intéresser, pour qu'on comprenne un peu mieux leurs histoires. Moi, c'est Christopher, je suis avec Alexis. Hello. Et ce soir, on est ultra content parce qu'on a Damien Mayence, une personne qui est très importante pour nous, qui a une histoire super longue, qui est aficionado du code, créateur de groupes comme le nôtre en fait, créateur d'entreprise, créateur de jeux vidéo avant tout, prof, championnat de... Non, je... Ouais, c'est ça. J'avais une liste de tous les projets, des choses que les gens pourraient potentiellement reconnaître. Donc là, on a une version collector de The Great Paper Adventure, par exemple. Mais on peut parler aussi de Monique Passion, hôtesse de caisse. On peut parler de West Indie Collective. On peut parler de toutes les boîtes dans lesquelles tu es passé. On peut parler de Pixel Nest. On peut parler de Stereden. On peut parler de plein de choses comme ça. Mais la première question, en général, Tu veux que je la fasse ? Ouais. La première question en général qu'on pose à tout le monde maintenant, si vous commencez à être habitué de nos émissions, c'est comment tu as rencontré le jeu vidéo ? Comment j'ai rencontré ? Je l'ai rencontré parce qu'on avait une NES chez moi. La toute première NES, c'est ma sœur qui l'avait. On avait 4 jeux. On avait Tortue Ninja, un truc horrible là, avec le niveau sous l'eau, les trucs électriques et tout. Mais bon, je le passais, donc j'avais que ça à jouer. Il y avait Mario, tout ça. Mais bref, j'ai joué beaucoup à la NES, parce qu'on avait que ça avec 4 jeux. Donc c'était vraiment mon premier contact tout petit. On parle de, je sais pas, je vais avoir 5-6 ans, un truc comme ça. C'était quoi les deux autres jeux ? Adventure Island, qui était... je sais plus. Enfin, c'est le nom européen. Bonhomme qui faut pas qu'il mange des aubergines et il fait du skateboard. Ok. C'était pas mal, mais c'était super dur. Et donc il y avait 2 Mario, il y avait le 1 et le 3 et Tortue Ninja et Adventure Island. Ok. Voilà. Cool. Il y en a toujours un qui est bizarre. C'était quoi celui Jacques Renard quoi. James Renard. Renard. Ouais. Ouais, J'ai cherché, voilà. au final, si vous allez voir l'épisode avec Alice, du coup, j'ai cherché, et c'est vraiment le titre du premier, en fait. Et puis après, ils ont fait, non, en fait, Spy Fox, c'est très bien. Voilà. Regarde. Ouais, ok. Donc, peut-être que Adventure Island, maintenant, ça s'appelle quelque chose d'autre comme Splinter Cell ou un truc comme Ah, ça. mais je sais plus. Je crois que c'est Wonder Boy. Ok, En fait, Ah. c'est le nom européen de la première sortie Wonder Boy, un truc comme ça. d'accord. Rien à voir. Trop bizarre. Et donc, ouais. Ça, et puis mon père ramenait des ordis. Il était. Il est à la retraite, mais il était informaticien, technicien. Il a ramené beaucoup d'ordinateurs. J'ai eu très vite un Mac couleur. Oh. Avec des jeux dessus. Alors, je sais pas, il y avait un Tactical, il y avait Shufflepuck Café, des trucs. Voilà, je ne voudrais pas dire les noms, mais il y avait plein de jeux préinstallés, quoi. Et après, on avait un 386 avec le noir et le orange, un écran intégré, une sorte de transportable qui ressemble plus à une valise militaire, quoi. Mais pareil, il y avait des jeux dessus. Il y avait le solitaire, il y avait Dune. C'était bien Dune. Il y avait, je sais pas, Raptor. Enfin, ouais, j'ai connu des jeux DOS comme ça sur 386 et le PC beaucoup, quoi. Voilà, c'est le premier Souvent, contact, c'est ça, quoi. Ouais, souvent, les premiers contacts, je trouve, il y a beaucoup de gens qui, un peu, c'est les trucs préinstallés dans les OS ou dans les ordis de l'époque. Souvent, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens, c'est ça. Enfin, ça fait partie aussi des jeux, moi, en tout cas, moi, PC, qui ont marché, enfin, qui ont été mes premiers jeux. Pas forcément mes premiers jeux de console, mais en tout cas, les premiers jeux que j'ai fait quand j'ai installé un PC pour la première fois, quoi. Enfin, je me comprends, c'est pas clair. Non, mais t'as raison, parce que j'étais un peu mes amis n'avaient pas forcément accès aux jeux vidéo comme moi. Enfin, la NES était très populaire quand même, mais sur l'ordinateur, c'est venu plus tard, quand il y a eu des Pentium 2, en gros, je sais pas, tout le monde avait un Packard Bell avec Nuke Nukem dessus, quoi. Il y avait comme ça, je sais pas, il devait être préinstallé, pareil, et fourni avec 15 jeux que tout le monde avait, et tout le monde jouait à ça, quoi. Bon, du coup, c'était cool, hein, mais... Je suis pas sûr de ton histoire, je suis pas sûr que Packard Bell ait livré Duke Nukem directement. Alors, carrément. Ouais, je t'assure. Quoi, une démo Non, le jeu complet. de ce jeu qui a fait polémique. Ouais. Ah oui, Packard Bell, une boîte qui fait très bien aujourd'hui. donc. Ouais, en plus. Ah, c'est marrant ça. Je pense que là, tout le monde a cru que j'étais vieux. Ouais. C'est bon. J'ai passé la case Packard Bell, il y avait ce bruit de démarrage super intéressant. Ouais, j'ai eu un Packard Bell aussi, hein. C'était mon premier PC Windows 95 et tous mes potes ils avaient des 98 et moi je pouvais rien faire tourner à part des vieux trucs d'os nuls et puis je crois les James Renard que j'avais chopé dans une boîte de céréales parce qu'à l'époque ils mettaient ça dans les boîtes de céréales
Et au final, c'est ça les premiers jeux vidéo, quoi. Ok. Ah, Carrément. sur Windows 95, il y avait Dune, il y avait, je pense à The Lost Viking, qui était cool, Ouais. le début de Blizzard. J'avais des Point and Click Sierra, Hand of Fate, qui était Yeah. cool, qui rendait à 2, vachement bien. Lequel? Qui est le 2, du coup. Attends. Qui rendait à 2, Ah, ok. Hand Ouais. of Fate. C'était marrant. Comment ils s'appelaient ceux ils ont fait toute une série derrière. Je me rappelais que c'était à s'arracher les cheveux, Oui. les énigmes. C'était super fun, mais t'arrivais pas à avancer. Ah, mon père l'avait ramené du boulot, et tous ses collègues étaient bloqués sur la première énigme. Ah, C'est moi qui, à 8 ans, a débloqué tout le monde, parce que bon, c'est une suite de trucs à faire, de couleurs à mettre dans l'ordre, et c'était tous bloqués. Ça m'a pris 2 mois, quoi. Mais... et là, ils ont su. Ah, King's Quest, c'est à ça que je pense. Mm. Ouais. Sierra, quand même, c'était leur spécialité. Ouais. Ok, et du coup, à un moment, tu t'es dit, ces jeux-là, je les aime bien ou je les aime pas, je vais en fabriquer aussi. C'est devenu super tard, en vrai. J'avais essayé la programmation en basique, je vais vers 16 ans, j'avais eu un CD où c'est dans PC Jeux, un truc comme ça, avec une sorte de, ça devait être Game Maker, mais version, vraiment, première version, quoi. Et j'avais rien compris. Je recopiais les lignes de code, je comprenais rien à ce que je faisais. Vraiment, ça marchait pas et je comprenais pas. Donc très bizarre, j'étais très à l'aise avec l'informatique, je pouvais démonter un ordi, installer tout, mais pas du tout dans la prog, et c'est vraiment à l'IUT. Après, en études supérieures, premier contact avec la programmation, où ça s'est fait bien par étapes, où les profs ont été quand même assez pédagogues. Et, C'est marrant, du coup, t'as un parcours complètement classique, entre guillemets, de je vais à l'école et j'apprends des trucs, et puis... Ah ouais, c'est rigolo. Et puis du coup, par contre, tu dis hardware, tu t'y connaissais beaucoup. Ouais, j'étais. Ah oui, d'accord. Ouais, en fait, quand j'ai même. toujours eu des PC pourris. Mon père amenait des pièces qui marchaient pas entre elles. J'ai toujours des PC qui avaient 5 ans de retard. Donc, où j'achetais une carte graphique, j'étais à peine sûr que ça rentre dans la machine. J'avais 50 barrettes de RAM différentes, incompatibles. Donc, Tu veux une barrette de RAM? voilà, un peu ça, ouais. Ouais, on a récupéré pas mal de pièces, c'est pas bien. Et donc j'ai beaucoup bidouillé, quoi, pour essayer, et beaucoup réinstallé mon ordi, beaucoup formaté mon ordi et tout ça. Donc très à l'aise avec ça, faire le réseau de la maison, tout ça, m'amuser. Ah oui. D'où Moi, c'était mon angoisse. Hein. Le hardware, c'était genre dès que je faisais du soft, j'étais là, ouais, trop bien. Et puis dès que là, oh mon dieu, il y a un truc qui marche plus, non, j'ai pas envie de le démonter, j'ai peur, je vais le péter. Ah, bah, tu le casses, tu le remplaces après. Ouais, mais ça, pour ça, faut avoir de Ça coûte l'argent. cher, ouais. C'était un peu. Du coup, passion rétro gaming, si t'as des ordinateurs qui ont toujours 5 ans de retard. Mais même pas. Ah merde. Non, je me rappelle jouer à des jeux 3D, genre j'avais pas de carte graphique 3D, et j'essayais d'y jouer quand même. Et ça ramait à mort, il manquait la moitié des polygones. T'avais pas les mêmes expériences que les autres. Non. Hein. C'était un peu. T'as déjà joué à un jeu où, plusieurs années plus tard, tu as l'expérience réelle. Et en fait, toi, t'as fini le jeu en entier avec le son bizarre, avec les couleurs bizarres. Non, pas à ce super point-là. ralenti. Pas à ce point-là. Ah, mais je croyais. Ah, mais ça me casse tout. Mais j'avais genre l'émulation 64, je sais pas, je devais avoir un Pentium 2 ou 3, donc c'était le début de l'émulation 64, ça ne marchait pas, et ça marchait pas sur mon ordi. Vraiment, Ouais. c'est important, les deux trucs marchaient pas, quoi. Et je jouais à Star Fox 64, que j'aimais beaucoup. Et là, je pense que j'ai eu un jeu différent. Parce qu'il y avait pas les mêmes couleurs, il manquait la moitié des mèches, voilà, c'était très bizarre. Les missions étaient plus difficiles. Bah, du coup, ouais, quand tu vois pas trop. Personne t'a vu venir. Il est tellement bon au jeu, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est entraîné sur. Quand j'ai eu une 64 après, bah ouais, c'était mieux comme ça, la console. Ok. Ah ouais, donc t'es quand même revenu sur les consoles derrière. Ouais, j'ai toujours jonglé. Un jour, j'ai dit à mes parents, je veux une PlayStation. Voilà, c'était dans les années 2000. J'ai dit, je veux une PlayStation. Ils m'ont dit, ok, bah, tu la payes. Bah, d'accord. Et voilà, j'ai découvert les jeux PlayStation et Final Fantasy, Medieval, ce truc-là. Et c'était bien. Mais j'ai toujours fait du PC, mais en fait, comme mes PC étaient en retard, bah, je faisais de la console. Puis après, les consoles vieillissaient. Donc, pareil, j'avais pas forcément le budget pour la PS2, je l'ai raté d'abord parce que j'avais pas l'argent. Moi, je faisais la 64 quand il y avait la PS2. Mais c'était bien. Après la GameCube, qu'est-ce que j'ai eu d'autre? La Wii. Bon, là j'ai un peu plus de consoles, on va pas se mentir maintenant. Et du coup, je reviens sur le sujet de la création, quand tu étais étudiant, donc tu as appris la prog, mais est-ce que c'est par les cours ou la possibilité ou par le net comment tu as fait pour arriver à je vais faire des jeux et, plutôt que de faire, je sais pas moi, un soft de compta? Ouais, je sais pas trop le déclic, mais je me rappelle, on faisait des applis en C, en console, vraiment sur Linux. C'était vraiment pas hyper fun. Et à un moment, je me suis dit, bah, en fait, si je mets des deux triangles comme ça fait un petit vaisseau. Et puis si je tire un pipe, là, le trait tout droit, ça fait un missile. Et puis je peux mettre des ennemis, c'est des hauts.
Et puis voilà, on va faire un Space Invader qui se rafraîchit difficilement à la console et qui bouge ligne par ligne. J'essaie de coder ça. Voilà. Enfin, j'avais envie d'essayer, quoi. Mais l'école, aucune de mes formations, parce que j'ai fait l'IUT, après j'ai fait une licence informatique, après un master informatique, qui était un peu plus multimédia, mais il n'y a aucun moment où on m'a appris des choses qui auraient pu servir dans le jeu vidéo, du temps réel, du rendu. Enfin, c'est vraiment un autre monde. Du coup, donc, ouais, j'ai beaucoup bidouillé par moi-même. Et à un moment dans Canard PC, à l'IUT toujours, il parlait de Xena. Microsoft Xena, qui était un framework pour faire des jeux, mais c'était donc en C#, donc beaucoup plus haut niveau. Disons qu'on peut facilement afficher une image, bricoler, récupérer les inputs d'une manette. Et la petite carotte, c'est qu'on pouvait publier son jeu sur Xbox 360. Ça, c'est cool. Et donc, j'avais pas le net dans mon pauvre dortoir étudiant, mais donc du coup, voilà, récupérer l'exé à la fac, puis rentrer chez soi. J'avais pas la doc. C'est vraiment génial cette époque. Et donc, à essayer de bricoler avec Xena, c'était vraiment la première marche. Et d'ailleurs, d'amener la boîte, mais voilà. Ouais. Le premier jeu Xena que j'ai fait, alors il m'a pris un temps fou, 3 ans en tout. Mais bah ouais, en fait, quand on veut faire un jeu, c'est long, c'est compliqué. Mais je pense qu'à essayer de faire soi-même, c'est là que, force de bricoler, de se prendre des murs, on avance. Ouais. Et c'est vrai que ils ont l'air de se passer la balle. Et à l'époque, c'était Microsoft. Faites des jeux indés, on les intégrera chez nous. Puis à un moment, ils ont fait non, stop. Et c'est qui a pris la main? Et j'ai l'impression que c'est quand même systématiquement soit genre Sony puis Nintendo qui vont faciliter le truc. Sony, ouais, je crois que c'est début PS4. Ils ont une grosse ouverture en mode on a plein d'indés chez nous, c'est trop bien. Maintenant, Ouais. en fait, Sony, ils en ont rien à faire. Voilà. C'est pas un secret. Je pense à Olivier Penaud qui l'a mis sur Twitter récemment. Vraiment, il montre voilà, je viens de sortir un jeu, le truc fait des millions de ventes, c'est Brotato. Il y a des millions de ventes Steam. Il y a Phil Spencer de Xbox qui a joué et qui a dit c'est trop bien. Et sur Sony, t'as même pas un lien dans le store à aucun endroit. Il n'y a aucune mention du truc. Genre, ça n'existe pas. Donc, ils en ont rien à faire des indés. Microsoft, ils ont encore leur programme indé et tout ça, donc il y a quand même il y a un accompagnement. Mais on a pas mal d'auditeurs chez Sony, donc ils vont Ouais. réagir. Ils peuvent. J'ai rien contre, enfin le jeu sur Sterelen, mon jeu est sur PS4 et enfin il y a des ventes, les gens vont les chercher, je sais pas comment ils les découvrent. Du coup, ça c'est un vrai mystère, comment ils découvrent les jeux indés. Ouais. Il y a eu des gros succès indés, mais Parce que quand tu te balades dans le store sur la PlayStation, c'est pas simple à trouver. Non, c'est en fait Sony mise d'abord sur ses AAA, sur ses The Last of Us, sur ses Call of. Enfin, en même temps, je pense que c'est ce que cherche le public PlayStation. Ouais. Puis PlayStation reste la console, je crois, la plus vendue. PS4 doit être parmi les plus vendues. Ouais, PS2, je crois qu'ils ont le record du monde. Effectivement, t'achètes pas une brutasse qui fait des crêpes quand tu démarres pour jouer à des jeux pixelisés. C'est ça, ouais. Le public était pas hyper friand de jeux pixel art sur PS4. Enfin, voilà, il y a des gens qui le sont, évidemment, et qui adorent les jeux indés sur cette plateforme, mais la majorité des gens, ils étaient là pour jouer juste The Last of Us, à toutes les exclus Sony, en fait. Et moi, le premier, j'ai acheté une PS4, j'ai joué aux exclus Sony, parce que elles sont cool, en fait. Ouais. Alors que Nintendo, ils ont l'air d'avoir dit ah tiens, on va faire plus petit, on va avoir de la DR un peu différente. Après Nintendo, ils ont mis un téléphone, ils ont mis un gros écran sur un téléphone, ils ont mis des manettes sur le côté. Et... voilà, c'est ça. C'était ça la réunion, j'y pense. Après, Nintendo, c'est un peu pareil aussi. Ils ont leur licence et c'est comme ça que ça fonctionne. Les gens, ils les prennent surtout, je pense, les consoles pour les licences Nintendo. Complètement. Après, l'eShop, c'est beaucoup ouvert. Nintendo, c'est ouvert à laisser les gens faire des jeux sur la Switch et tout. Et c'est relativement simple. Ouais. Ça reste le niveau Dark Souls du développement de jeux vidéo, mais notamment parce qu'il y a des vérifs de malades derrière. Mais, oui, on en a parlé dans le dernier. C'est plus simple qu'il y a 5-10 ans. Quoi. Mais c'est vrai que Nintendo, je pense que si Nintendo, il pouvait se passer des indés ou des gens qui font des jeux à part eux, ça leur irait très bien. Je pense que... Et qu'on a parlé, c'était quoi? C'est le test de Sony où il laisse tourner le jeu 72 heures. Il faut que ça tourne sans planter pendant 72 heures. Allez voir l'épisode juste avant qui n'est pas encore sorti à l'heure actuelle. Il y a tout ce qui est téléphone aussi. Où ça va pas mal décoller et effectivement, je pense que c'est presque que de l'indé sur ce genre de plateforme. Téléphone, c'est compliqué. J'ai l'impression que le marché mobile s'est un peu effondré ces derniers temps. Je sais pas. Je suis pas joueur mobile, mais j'ai l'impression que les indés s'y intéressent plus, que les grosses boîtes s'y intéressent plus, qu'il reste que des free-to-play. C'est beaucoup un ça. Peu dégueulasse là, avec des pratiques. Des gachas. Voilà.
Tu pourrais avoir des trucs cool sur iPad, mais c'est pas là qu'il y a l'argent en fait. Ouais. Les gens n'ont pas envie d'acheter et c'était, comment dire, la discoverability, je sais pas le mot en français, mais le fait d'être vu sur le store, c'est un enfer, encore plus qu'à d'autres endroits. Donc, pas trop. Apple Arcade, c'est quand même pas trop mal. Et ils ont des exclusivités. Alors oui, les jeux sont, c'est pas des gachas, c'est pas des free-to-play, c'est mieux. Mais pour y être, c'est impossible. Ouais, et puis ça reste bundlé avec le reste. J'ai besoin d'écouter de la musique, et puis ils m'ont donné un truc Apple Arcade, donc autant jouer à des jeux aussi. C'est pas pareil. D'ailleurs, c'est quoi le truc de la PS à chaque fois qu'il y a une PlayStation qui sort, il peut faire autre chose. Genre, ça peut lire des CD, cool, j'ai une chaîne IFI. Ça peut lire des DVD. J'imagine que les derniers, il y a plus. Je sais pas. La dernière, elle peut plus lire les Blu-ray si tu prends la version pas chère. Moi, c'était un de mes freins. Je sais plus, je crois que c'était parce que la PS3 pouvait lire de la PS2. Ouais. Mais la PS4 pouvait pas lire de la PS3. Ils ont arrêté les. Et en fait, PS3, je suis un peu passé à côté de ça, mais je m'étais dit la PS4. Et puis après, ils ont fait non, on prend pas les jeux PS3. J'ai fait je vais rester sur PC. C'est ça. C'était un peu mon truc de. Ouais, des fois, t'as quand même plus. Après, à part les exclus, quoi, mais t'as quand même vachement plus sur PC de trucs quoi, qui sont un peu plus ouverts à tout. Donc, C'est la crise des consoliers. En ce moment, il y a beaucoup de rumeurs la Xbox s'arrêterait peut-être. Sony considère que la PlayStation 5 c'est peut-être déjà la fin. Nintendo ils font leur vie. Voilà, il y aura sûrement une Switch 2, rétrocompatible ou pas, je sais pas, mais c'est le flou. Enfin, les consoles n'ont pas l'air d'être l'avenir, quoi. Le cloud gaming. Peut-être, avec la crise énergétique et environnementale, j'y crois pas et j'en veux pas. Mais... Non, mais ça se développe, c'est le Playdate. Tu l'as acheté, non? Ouais. C'est comment ça? C'est fun? C'est marrant, c'est limité aussi parce que ça manque de jeux en fait. Forcément. Ouais, ils ont ce système de tu l'achètes et t'es abonné, il y en a toutes les semaines qui sortent. C'est ça, comme ça c'est trop cool. Et l'objet, c'est un super objet avec la petite manivelle et tout. Ouais. Tout est à moitié bien fait, bien poli. Il y a des animations partout. L'écran, il est beau être en noir et blanc, non rétroéclairé. Il y a quand même une bonne densité de pixels, donc ça se fait. Il n'y a pas Teenage Engineering qui a mis son nez là-dedans Peut-être. Parce qu'à chaque fois que je joue un truc cool, genre Rabbit, l'espèce de nouveau remplacement pour les téléphones avec une IA à qui tu parles, c'est Teenage Engineering derrière. Ah ok, d'accord. Non, là, la boîte c'est Panic et ils en ont vendu 55 000 je crois. Ouais, ça va quand même. Donc cool pour... Panic, ils ont une histoire bizarre d'ailleurs, parce qu'ils ont fait on va faire du software, puis finalement on va faire un jeu, puis finalement on va faire une console. Enfin un éditeur de code Mac, et après on fait une console de jeu. Ok les mecs. Ça c'est du pivot. On avait vraiment une niche. Ouais. Et ça marche, donc bien joué. Yes. Ouais. Mais je reviens sur Xena. Quand tu faisais du Xena, du coup, c'était hyper facile de le mettre sur la console Xbox 360. Alors déjà, il fallait acheter la console. Oui, déjà. Ce qui est quand t'es étudiant, c'est pas hyper facile. Il fallait attendre quelques promos. Après, il fallait un abonnement à 100 € par an. Qui ne faisait pas plaisir non plus, mais ça, c'est comme Apple maintenant. Ouais, la licence développeur. Quoi, voilà, c'est ça. C'était plus choquant à l'époque que maintenant, quoi. Et mais après, en soi, si le jeu tournait sur ordi, le mettre sur la console, c'était changer de target. Pas du tout limité, c'était très. Tu restais sur la console, était moins puissante, et il y avait des contraintes d'écran notamment, parce que c'est le début de la HD. Donc moi en plus j'avais une télé cathodique quand j'ai acheté ma Xbox. Et puis quand je pouvais pas jouer, c'était FF13 qui était vendu avec. En fait, je pouvais pas lire les textes parce que c'était pas pensé pour. J'ai d'acheter une télé HD. Ouais. C'est le début de. Ouais, enfin la console, ok, elle peut cracher du 640 par 480, mais en vrai, il n'y a aucun jeu qui fonctionne bien dessus. Donc il fallait gérer le 720, le 1080, machin. Ouais. Et que ça s'affiche bien. Donc en fait, il y a des contraintes console, même pour. Je sais pas, tu branches tes guitares de Guitar Hero Rock Band et tu joues avec la troisième manette. Faut que ton jeu il comprenne que tu joues pas avec les guitares, mais avec la manette. Et que si tu l'arraches, pareil, c'est pas les guitares qui doivent prendre le relais. Enfin, y a la gestion des inputs, plein de spécificités à la console. Tu te regardes pas où tu veux, quoi. En soi, c'était pas limité. C'était pas compliqué d'accès, quoi. Non. Il y avait juste peut-être le manque de documentation, genre de trucs qui était peut-être un peu chiant. Enfin, c'était limité en termes de perf. Je sais qu'il y avait pas, il donnait pas l'accès à toute la console. Ah oui, d'accord, ok. C'était une XNA, en fait, c'était une genre une surcouche en dessous, en fait, pour que tu puisses développer peut-être plus facilement des choses. Et que ça soit accessible au plus grand nombre. Et puis, les jeux sortaient sur un marché à part. C'était le Xbox Live Indie Games. Oui, c'était pas le
le Xbox Live tout court, où il y avait Super Meat Boy, il y avait quoi, il y avait la World of Goo et compagnie à cette époque, Braid. Donc ça sortait un peu sur le truc, et il y avait des gros jeux poubelles à tous les étages, enfin tout le monde pouvait essayer de sortir des trucs. Mais il y avait aussi plein de trucs qui sont des studios maintenant. Ouais, un petit peu. Ouais. Je sais que c'était Je crois que c'est, Kick the Cat. Je pense à Thomas Altenberg. Ah bah complètement, Flying Hawk. Flying Hawk, voilà, je cherchais le nom de c'est le XNA aussi. C'est XNA, j'avais vu à cette époque-là, je regardais un petit peu vite fait de loin, mais je voyais un peu des têtes qui sortaient. Et eux en font toujours. C'est-à-dire que XNA a été tué par Microsoft parce que pourquoi pas, ouais, à un moment, ils ont fait quelques mises à jour et puis à un moment ils ont dit stop, et les gens avaient envie de continuer le truc, donc c'est devenu Monogame. Ah oui. Qui en français est terrible quand tu cherches monogame sur Google, c'est super idée. Et faut trouver de la doc, tu vois, c'est pas facile. Et donc ça marche à peu près pareil, mais ça a mis du temps à se développer et c'est pas du tout user friendly. Enfin, c'est compliqué de rentrer dans l'univers maintenant. C'est un peu pour les nostalgiques ou les habitués. Ouais. Et donc Thomas Altenburger de Flying Hawk fait partie des contributeurs principaux de Monogame actuellement. Qui a eu un regain là avec le scandale Unity récent, donc ça fait partie des moteurs ou des briques qui ont reçu beaucoup d'argent pour qu'il y ait des alternatives. Donc ça existe, ça marche sur toutes les consoles, mais je trouve que la marge d'accès elle est raide. Ah, c'est marrant ça, parce que du coup un truc qui est exclusif Xbox 360 finit par être un moteur de jeu que tu peux déployer partout. Et ce que je trouve horrible, c'est que tu dois déclarer, donc c'est du C#, au début de ton code tu dis en gros les librairies que tu utilises, et c'est toujours Microsoft.quelque chose, et c'est Microsoft.xna.quelque chose. Pour la rétrocompatibilité. On parlait de Mac tout à l'heure, c'est pareil, ils ont des vieux trucs qui datent de Light Step ou Next Step ou je sais pas quoi, t'es là NS, ah tiens, d'où est-ce que ça vient ça? Et donc du coup quand t'as fait The God Paper Adventure, c'était un peu genre à côté de tes études? Ouais. Complètement. Les gens qui sont intervenus dessus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi? Il y a eu du monde à m'aider. Bon, le code, c'était surtout moi. J'ai eu un peu d'aide. Je sais qu'il y en a un qui est parti après en école normale supérieure. Le graphiste, c'était un dev aussi. Donc, voilà, il est en plus en ingé logiciel. La musique, c'était super bande son. Pour le coup, il y a un truc que j'aime bien. Enfin, j'aime plus ce jeu. On m'en parle. Je trouve que c'est un jeu de l'enfer. Il n'y a rien qui va dans ce jeu. Mais la musique était trop cool. Voilà. Ah, faut faire un remake. Le début, quoi. J'ai essayé de faire un remake. En fait, j'ai pas la foi. C'est Spintronic, c'est ça la musique. Spintronic, ouais. La BO existe toujours. Je crois que c'est sur Jamendo. Il y a encore l'album. Parce qu'il a arrêté de faire du chiptune. Mais je trouve que c'est trop cool. Je réécoute de temps en temps. Avec plaisir. Fun. Et du coup, t'as fait une boîte. Je sais pas si t'as envie de raconter l'histoire de ça. Moi, de la boîte physique, tu vois. Pourquoi c'était on est allé au bout du délire. On a fait un jeu en tant qu'étudiant qui nous a pris un temps fou, mais on l'a mis en vente sur PC. Donc PC était gratuit, et donc 3 balles sur Xbox, que j'ai jamais récupéré parce qu'en fait il fallait les formulaires W8BEN américains et compagnie. Donc j'ai jamais réussi à faire ça étudiant. Et donc on l'a commercialisé, on avait contacté la presse spécialisée qui avait fait des articles et tout sur Destructoid, et il y avait quoi, c'était TicSource, je crois, le forum à l'époque à la mode. Enfin, les gens en parlaient un peu, et on s'est dit on pousse le délire, on achète des boîtes. Donc ça c'est vraiment fait maison, hein. C'est imprimé, je sais plus, on a dû payer un imprimeur pour la cover, et puis on avait acheté des boîtes vides et on a été au travail d'un copain un samedi faire graver le CD. Imprimer sur le CD dessus, quoi. Voilà, c'est très très route. On avait fait un Ulule du coup pour que ça nous coûte rien. Classe. Ouais, pour la petite histoire, du coup, ces boîtes-là, j'en ai ramené 2 hein, parce que j'en ai mise une à la maison du jeu vidéo. Et les 3 boîtes, tu me les as données donc au Stunfest. Oui, j'ai les flyers de jeux amateurs aussi. Pour les petites histoires, j'avais pris les 3 boîtes pour les faire gagner en ligne, mais en fait après, avec nos potes, on s'est un peu plus ou moins séparés de jeux amateurs. On avait nos études, tout ça, et je me suis dit je vais les ramener là. J'en ai mis une à la maison de jeux vidéo. Je vais enfiler au gars. Elles sont collecteurs, il n'y en aura plus jamais. C'est pour ça, je me suis dit autant que je les donne. Tant que je les donne pour la postérité, c'est rigolo de les ramener là, quoi. Voilà. Yes. Bon après ça, t'as fait. Après ça, j'ai fait des métiers chiants. J'ai découvert c'est quoi être programmeur dans une banque, enfin pour une banque, voilà.
Ça donne envie de se pendre, hein, c'est pas pour rien que les gens n'aiment pas ça. Donc ça n'a pas duré longtemps. Après, j'ai été chez Region Job, Hello Work maintenant. Ils font un portail d'emploi. Alors bon, c'était quand même pas mal, je vais pas me plaindre. Mais bon, c'est pareil, hein, c'est pas très excitant de faire des robots qui parsent du XML. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'il y a eu Monique? Je pensais pas à celui-là, moi. Non, Monique, c'était juste après TGPA, quand il y a eu le concours Canard PC. Monique, c'est genre 2-3 semaines de travail. Hein, c'est la hauteur de la quantité, je pense. Il a gagné des prix. Ouais. Comment tu peux décrire le jeu? C'est un simulateur de hôtesse de caisse? Ouais. Voilà. Ouais. Allez y jouer, c'est marrant. C'est le gagnant du game. concours du pire jeu. Ouais. Voilà, je pense que C'est un jeu pour recruter. c'est vrai. Carrefour Simulator, un peu. Ouais, encore plus. Et je me rappelle un certain Gabriel qui est parti, qui faisait les voix. Ah oui, c'est Ouais. Les voix, il les avait fait dans sa baignoire, dans sa salle de bain d'étudiant. Ça ressemble. Tout était dégueulasse, de toute façon, mais c'était drôle. Hein. Le jeu est drôle. Hein. Et du coup, après, c'était Reden? Ouais, en gros, en fait, à la base, je travaillais. Donc après Région Job, je voulais travailler avec un copain, Mathieu Auger, et on s'est dit, on va créer un truc ensemble. On était un peu motivés par un prof de fac qui nous avait dit moi, ça me fait mal au cœur, vous allez tous finir dans des SS2I, ESN. À vous faire chier, en gros. Et bon, il n'avait pas tort, on était en train de se faire chier, concrètement. Et on s'est dit, allez, on monte un truc ensemble et on pensait à une appli de cuisine. Voilà, moi, ma carrière d'indépendant commence en se disant, on va faire une super appli de cuisine, mais genre révolutionnaire. Ce qui s'est jamais fait, on n'a jamais réussi à commencer le truc, c'était une idée pourrie. Et donc on a un peu galéré, heureusement on avait le chômage, mais on a galéré, on a monté le truc, hein, c'était facile de monter une boîte, mais après, trouver un projet et gagner de l'argent, c'était autre chose. Et donc après, c'est le Stunfest qui nous met un peu sur la voie du... Voilà, on papillonne, on fait des trucs qui prennent pas, qui n'ont pas trop d'intérêt, mais le Stunfest 2014, je ouais. pense. Où on fait le jeu du Stunfest, où donc, il y avait un financement participatif, et les gens qui donnaient au festival pouvaient faire un sprite dans un jeu, un shoot 'em up. Oui. Voilà, ça fait un truc pas libre de droit, mais assez marrant. Donc on avait fait l'éditeur de sprite, et puis le jeu, et après il était exposé au Stunfest, et ça avait pas mal marché. Donc c'était vraiment, voilà, on s'est dit, ok, on va faire du jeu, et tant qu'à faire du jeu, on s'est dit, on va le faire bien aussi, parce qu'on aimait bien le Stunfest, et puis on voulait montrer qu'on savait faire des trucs. Et on s'est dit, après le festival, on change toutes les images du jeu par des trucs dont on a les droits, faits par un autre copain, et en 3 mois, on a un jeu commercialisé, quoi. Voilà, ça a pris 18 mois. Ça a été l'enfer. C'est rapide quand même, 18 mois. Ben ouais, ça va. En fait, quand t'as plus le chômage depuis plusieurs mois, tes comptes sont vides et que t'en es à cruncher. Là, pour le coup, c'était pas marrant. C'était du 9h, du lundi au dimanche, en gros. Le week-end finissait quand la semaine commençait. C'était très, très désagréable. Mais voilà, il fallait finir. Il fallait finir le jeu. Ouais. Donc, je suis content. Stereden, on a eu de la chance parce que donc Stereden a quand même marché. On a eu une bonne sortie initiale. Il a bien marché. Ça a débloqué énormément de portes. Je serais pas là sinon pour en parler, clairement, sur autre chose. Donc, on a eu énormément de chance, mais donc très compliqué les ventes Stereden à tenir, quoi. Et comme tu dis, c'était plutôt rapide. 18 mois à 2,5. Ouais, pour la qualité en plus du jeu. En plus, moi, je l'ai croisé derrière ce jeu-là. J'étais à l'EM Lyon en formation. Je l'ai croisé sur une borne. Ah ouais, j'ai rien compris, quoi. C'est... Je sais pas si c'est nous ou pas. Je sais qu'il a été au Hellfest aussi. Moi aussi, quand je suis passé, quand j'étais à Lyon aussi, j'ai des gens qui m'en ont parlé. Donc, je me suis dit, il a fait quand même son petit chemin, quoi. Ça a marqué. En vrai, là, je balance un chiffre, mais j'ai le droit. Hein. On doit être à 250 000 joueurs, toutes plateformes confondues. Donc on est sur un truc qui est un peu unique, connu quand même. Sur toute la durée du... Oui, toute la durée, toutes les plateformes, toutes les versions. Hein, mais c'est cool, hein. C'est quand même pas mal de joueurs. Ça fait, c'est clair. Un quart de million. Hein. Un quart de million. Ouais. Et du coup, à ce moment-là, moi je me disais, Damien, il aime bien les shmups. Non, oui. C'est pour ça que j'en fais plus, j'aime pas ça. C'est pas logique. On avait promis des révélations fracassantes. Ouais, voilà. Vous l'avez entendu ici en premier. Je l'ai déjà dit.
Ouais, j'aime pas. Enfin, j'aimais Ikaruga, j'aimais Sexy Parodius, j'aimais les shmups un peu rigolos, un peu permissifs. J'aimais pas du tout les bullet hell ou les trucs un peu hardcore. Donc, j'ai fait un bullet hell un peu où le jeu te fait comprendre qu'il peut te tuer dès la première vague, dès la première minute. Enfin, moi, j'ai pensé tout le design du jeu en mode oh bah s'il y a des canons, c'est pour tirer sur le joueur. Enfin, on va envoyer des boulettes quoi. Ouais. Faut que ça ait l'air crédible. Donc. Mais t'as même fait un plugin pour Unity, je crois. Ouais. C'est ça, ouais. J'allais... Alors ça, c'était. Je pense que c'était un bon move de notre part. On l'avait commencé pour le Shmupfest, le truc du Stunfest. On l'a utilisé dans notre jeu et donc on l'a mis en plus en vente. Et ça a généré, je pense, bien 10 000 € ce truc-là. Ah, à cool. côté. Bon, ça demande un peu de support, de mise à jour et tout, mais. Ouais. Bon, ouais, c'était. Ah, je suis. C'est comme si tu découvres que ton chanteur préféré fait de l'autotune, là. C'est quoi cette histoire? Et effectivement, je comprends pourquoi on en a plus vu, ou alors ça fait 10 ans que je suis dessus. Ouais, en même temps, c'était rien. Donc, il y a eu 18 mois initiaux, il y a eu 1 an de portage PS4, Xbox et iOS, mobile. Ouais. Moi, Android, j'avais dit stop déjà à l'époque parce que j'ai dit c'est bon, j'en ai ma claque de faire des portages. Et après, on a fait la mise à jour Switch. On est reparti sur 8 mois de développement. Mais là, c'était super fun. On avait de l'argent, on n'avait pas vraiment de contraintes, à part faut le faire. Et en gros, toutes les idées de design qui ne sont pas passées la première fois, on a pu tout mettre, toutes les frustrations, on a pu les résoudre. Je pense que la version finale est un peu cool. Ouais. Ah, puis Stereden, c'est un shmup, mais c'est aussi un. Et là, je vais me planter, j'ai complètement oublié le style de jeu. Le Die and Retry, quoi. Roguelike. Un roguelike, merci. Voilà. Roguelite pour les puristes. Ouais, il y a ça. Et en gros, nous, on jouait beaucoup à Nuclear Throne à cette période. Et ça se ressent. Hein, on est un Nuclear Throne dans l'espace, quelque part, avec quelques codes du shmup. Je me rappellerai toujours, notamment au Stunfest, quand on présentait le jeu, les gros aficionados du shmup qui venaient jouer au jeu. Ils passaient 1 heure sur la borne ou sur le PC qu'on avait. Ils se levaient, ils disaient mais c'est nul. Ok. Trop bizarre. Voilà, ils n'aimaient pas, on cassait les codes, ils ne pouvaient pas apprendre le truc, ils n'avaient pas la logique. Quoi. Ouais. Non, mais c'est ultra motivant comme style de jeu, je trouve, parce que t'arrives en face du boss, il faut que tu fasses tout ce travail pour arriver jusqu'à un boss. Le boss est super motivant et de temps en temps, t'as mis la main sur une arme super destructrice. Et il y a un côté machine à sous qui est ultra addictif là-dessus. Ouais, on avait pas mal d'armes, j'avais les bêtises, donc c'est drôle. Enfin, voilà, il y a un marteau magique, il y a une scie circulaire, voilà, en plus des habituelles mitrailleuses et compagnie, c'est débile. Ouais, le côté réalisme, faut pas en oublier. Hein, mais... Ouais. De toute façon, c'est dans l'espace, on peut aller que vers la droite. Donc, de base, on oublie. Ouais, ok. Ouais. Et après, du coup après, moi j'ai donné des cours, et Mathieu aussi d'ailleurs, on a fait un peu tout ce qui était formation. Moi j'étais du coup à Laval 3DI, à Laval, pour faire de la prog. On va apprendre nos étudiants post-bac à faire de la prog de jeu et surtout du Unity, parce que c'était le besoin de l'école. Donc un truc assez cool où j'ai notamment des post-bac leur mettre les mains sur Pico 8 et faire. On a refait des. J'aimais bien leur faire refaire Pong à 2 joueurs et leur dire bah voilà, on fait la base ensemble et entre guillemets votre devoir c'est de le rendre un peu plus cool, ajouter des petits trucs. Ouais, c'est pas mal. Faites-vous des trucs qui font plaisir. Apporter un twist au final, c'est ça, ouais. Il y en a qui s'éclataient bien, mettre des bonus et tout, ou carrément c'est en fait le Pong devient une course entre 2 voitures qui se passe un truc avec un scrolling et tout. Ouais. Il y en a qui s'éclataient bien. Et c'est parce que t'en avais marre de la production de jeu que tu t'es dit tiens. Alors on avait commencé, c'est vrai que on avait commencé à faire un autre jeu, c'était avant que Chucklefish annonce Wargroove et compagnie. Il y a eu là on a, enfin le tactical, si j'en parle maintenant, tout le monde dit ouais il y en a une palanquée de tactical qui sont sortis, mais on était après ce moment Stereden 2018-19 même. Ouais, ça doit être ça, 2018. Il n'y avait pas, en indé, il n'y avait pas des masses de tactical, quoi. Il y avait XCOM, en ref, un peu AAA, enfin carrément AAA. Mais le tactical indé, il n'y avait pas Into the Breach encore, il n'y avait pas eu Wargroove, on s'est dit, putain, Advance Wars, c'était cool. On pourrait refaire un truc en pixel art, l'Advance Wars. Donc on avait prototypé un petit. On arrivait quand même à lier Stereden à ça, genre 1000 ans après Stereden, la technologie a disparu et l'homme est revenu à la basique, il reste que des artefacts un peu incompris. Super pitch. Et donc en mode tactical, mais petites escouades, petites batailles, petit terrain et aller vite. Garder l'esprit un peu petite partie courte et intense, quoi. Ouais. Et voilà. On aurait pu faire ça. Mais c'était risqué, c'était fatigant d'avance. En vrai, voilà.
ni Mathieu ni moi, on s'est dit allez, là c'est bon, on se lance, Ouais. enfin on aurait dû faire des dossiers de financement, se faire accompagner, tout ça, on l'avait pas fait du tout à cette époque. On était dans notre coin et donc ça s'est pas fait. Du coup voilà, ça a un peu dérivé après en mode bon, si on fait pas ce projet, on fait quoi ? Je sais pas. Bon, je donne des cours parce qu'il faut bien s'occuper et ramener de l'argent. Et donc après, Mathieu lui a eu des opportunités plutôt de repartir dans le monde logiciel, plutôt start-up parisienne. Et voilà, il était très motivé par ça. Donc moi, j'ai continué. Et moi, j'ai eu des opportunités plutôt Nightcall. Ça a été le tremplin suivant, le pompier sur Nightcall, parce que c'était compliqué. Il fallait récupérer le projet, le remettre en état et le finir. Production assez chaotique, mais projet très cool, équipe adorable. Ouais. Donc c'est là où Pixelnest un peu s'est mis en pause. Moi j'ai pris une direction full jeu vidéo et puis plus freelance quoi, plus mercenaire, le pompier comme on m'a appelé longtemps. Si vous avez son numéro, vous pouvez l'appeler. Je fais plus ça. Ah. Nightcall c'était le pompier clairement. Et après Nightcall, j'étais un peu chez Lone Stone, les Nantais, pareil, pompier sur le Steam Invaders. Projet Vietnam pour eux, clairement. Donc j'ai fait remettre le nez dans le code et puis essayer de leur faire des tools, faire que le jeu se lance plus facilement, que tout le monde puisse travailler dedans, faire avancer le gameplay, ce genre de choses. Voilà. T'as toujours fait ça en remote du coup ? Ouais. En fait, moi depuis 2013, je suis en remote. C'est plus maintenant que je cherche là, il y a le coworking à Rennes, du coup, à Atlan Games, à Cesson. Ouais, c'est ça. Depuis, ça fait 3 ans, même 4 ans, je crois qu'on arrive à tenir les bureaux. Ouais. Et je suis assez content d'y aller 1 fois ou 2 par semaine, même si j'aime mes chats à la maison, mais c'est quand même plus marrant. Enfin, les gens, ça fait du bien. Bon, on ne bosse pas forcément beaucoup, mais voilà, le remote, c'était bien. On était en avance en 2013, clairement. Il n'y avait pas encore Slack, il y avait Flowdoc. Un truc, une start-up qui avait fait Slack avant Slack, qui s'est fait complètement bouffer. Mais on était sur Flowdoc à l'époque, je me rappelle. Donc on avait déjà, on avait notre Trello, on avait notre Slack, on avait tous ces outils, on faisait des calls réguliers sur des trucs. Trello, ça existe toujours, hein, même si Ouais. ça a été Atlassiané. Ça reste le même design. On l'utilise toujours. Vous n'êtes pas sur Jira déjà. Après, les Kanban, c'est vieux, non ? Ouais, c'est ça. C'est pas... Un jeu Kanban, non, ça pourrait être cool. Et le fait d'être en remote, le jeu vidéo, ça n'a jamais été trop un problème, sauf pour les gros studios, mais là, avec la pandémie, c'était moins un problème. Tu l'as vu passer la pandémie ? T'es au courant qu'il y a une pandémie quand même ? Je l'ai bien vu passer, j'avais 2 enfants en bas âge. Je peux te dire. Et c'était juste après mon départ de Lone Stone. Donc moi, je quitte une boîte qui me payait correctement, où j'étais bien au chaud, pour me mettre en freelance sans aucune réserve à la veille d'une pandémie avec 2 enfants. Pour finir Flippon. En plus, c'est ça que j'ai oublié. C'est bien, on rattrape le fil. On croirait que c'est je me suis dit, j'ai posé la question au remote, il a perdu le fil. Complètement. Et ouais, parce que Flippon, je pense que c'est 5 ans de développement. Mais pas à temps plein, mais un projet qui s'est beaucoup étalé. Parce qu'à la base, c'est juste je fais du XNA encore, et je fais un panel de PON, Tetris Attack en XNA. Je connaissais pas bien le jeu en plus, mais je savais pas le faire. C'était vraiment de la bidouille amateur. Et je sais pas, j'ai poussé le truc, je l'ai refait sous Unity, je l'ai commencé à le pousser, ça commence à ressembler à quelque chose. On voulait en faire un jeu Pixelnest aussi potentiellement. Pareil, c'était pas fait, mais ça avait bien avancé quoi. On avait payé des musiques, on avait. La tech était sympa pour faire des niveaux, des modes de jeu et tout. Donc j'ai fait Flippon. En gros. Je voulais terminer Flippon en partant de Lone Stone, terminer Flippon, le sortir le plus vite possible. Et après, je savais pas trop, mais c'était le plan. Donc la pandémie compliquée, très très compliquée. J'ai quand même pu sortir Flippon, mais la pandémie c'était mars 2020, le jeu est sorti en octobre 2020. Donc c'était quoi ? Ça fait 5-6 mois, un peu tendu. Ouais. Flippon qui marche. Hein. On n'est pas 250 000 joueurs, je dois être à 20 000 joueurs, mais pour un jeu fait qui sort un peu de nulle part, qui est pas très ambitieux, c'est plutôt cool. Et notamment j'ai pu bosser avec Aurélien Regard, qui est une personne géniale, qui a transformé le jeu et qui a eu une vision pour ce jeu, vraiment le truc qu'il fallait quoi. On va mettre des personnages mignons, les blocs ils auront des yeux, ils font des grimaces, c'est trop cool. Il est passé chez Arkedo, non ? Je sais plus. Ouais. Si c'est ça. C'était Arkedo, c'était Nano Pico, voilà. Après, il a eu des problèmes de santé, je sais pas où ils en sont dans leur projet, mais une personne adorable, vraiment trop chouette. T'as l'air de connaître plein de gens cool. Hein. Ouais, et souvent j'aimerais bien
tout le monde les rencontre. Je pense à des gens comme Florent Morin, qui fait The Wreck. C'est le mec qui fait les pires jeux du monde. Il fait Enterre-moi mon amour, il fait The Wreck, l'accident de voiture, où tu sais que t'es mort dès la première minute, et en plus, tout est déprimant et tout. Ouais. C'est le plus gros nounours du monde, il est génial, j'adore le voir. Il y a plein de gens comme ça que j'aimerais que tout le monde les connaisse et partage au moins une soirée avec eux, quoi. Il y a cette notion de relier les gens et de réunir les gens. Et, je vois ta tu transition. Ouais, parce que je me rappelle, ça, c'est un peu sorti des bois aussi, cette histoire de... On est à Rennes et il y a plein de trucs à Rennes, il y a le Stonefest, mais quand même, les gens, ils se connaissent pas entre eux. Et on s'est dit, pourquoi pas essayer de monter un truc. Et à l'époque, on était des étudiants, on était un peu naïfs. On n'avait pas non plus mis une ambition incroyable, une énergie incroyable dans essayer de monter le truc, mais c'est vrai que le West Indie Collective, votre ancêtre. Ouais, notre ancêtre, ouais, sinon. Ouais, on avait monté ça un peu pour voir, essayer de voir un peu qui y avait sur Rennes, parce que même encore maintenant, la cartographie de l'indé en France, c'est très compliqué. Ouais. Même si, moi je l'ai en tête, mais je pense que les joueurs n'ont aucune idée que en fait il y a des clusters, j'adore ce mot maintenant, des clusters d'entreprises type Atlan Games, Capital Games, enfin dans chaque région il y a une asso qui est responsable de cartographier son territoire et de l'accompagner, de faire des services, quoi. Donc nous c'est Atlan Games, c'est typiquement leur mission. Et donc à l'époque si ça existait, mais j'en avais aucune idée. Atlan Games c'est plus récent, non, quand même, que West Indie, tout ça, non? C'est vieux, ouais. C'est vieux, ouais. Mais c'est très nantais à la base. Ouais, c'est ça, en fait. Rennes, c'était genre, il n'y avait rien, quoi. Ouais. Mais par contre, après, les clusters sont quand même responsables plus ou moins de très grandes. C'est pas des régions, je dirais même plus des genre 2 ou 3 régions parfois. Ouais. Atlan Games, c'est Grand Ouest, ça va. Ouais, c'est ça. Ça prend même Normandie, c'est Normandie, Bretagne, Pays de Loire et. Ça prend un peu la Normandie, mais c'est pas le but. C'est plus qu'il y a rien en Normandie, donc. Faites un truc en Normandie. Regroupez-vous. C'est ça. Donc création de ça. C'était surtout, ça a donné les indés au Stonefest. Ouais. C'était un peu le rendez-vous, et il y a eu des années où c'était trop cool. Je trouve que j'ai des souvenirs incroyables de tous ces indés qui installent les trucs. Puis en même temps, il y a des câbles partout. C'est le bordel, mais c'est un bordel joyeux, et créatif. C'est trop bien. Organisé un peu. Ouais, ça tenait, quoi. Voilà. Il n'y a pas eu le feu, il n'y a pas eu de mort. Il y a eu du fun. Tu sais pourquoi je dis ça? Oui, le canapé. Voilà. J'étais pas là cette année-là, en visiteur, mais. Ça s'est bien passé. C'est clair. T'as un peu passé, je sais pas si c'était à ce moment-là, parce que moi j'étais un peu plus éloigné du West Indie à ce moment-là, mais t'as un peu passé le relais peut-être à Max, c'est ça, non? Ouais, il a eu tard. plus d'énergie. C'est ça. Ouais, c'est ça, parce qu'au début t'as lancé l'initiative au final, et après c'est un peu, ça s'est organisé autour de rencontres hebdomadaires. Ouais. Et puis du coup aussi les Indés au Stonefest, et puis Max a repris le truc, qu'on aura peut-être le mois prochain. Ah ouais, ça serait bien ça. Faudrait qu'il vienne, qu'il bouge de pas très loin en plus. Il a ses sons aussi. Et il est venu nous voir au coworking, donc c'est possible. Il peut sortir. Il est venu à une game jam aussi récemment. Voilà, donc, on va finir par le faire venir voir ici. Ouais. Voilà. Et puis on a formalisé un peu le truc derrière. Et... C'est vrai qu'aujourd'hui, Indie Collective ressemble moins peut-être à ce que tu t'imaginais peut-être créer à l'époque. Non mais c'est bien, en fait je savais pas trop ce que je voulais créer, j'ai senti que ça a été la voie que je voulais prendre professionnellement. Ouais. Je sais que Maxime, typiquement pareil, il essayait de faire un jeu pour en vivre. C'est ça. Et en même temps c'était des hobbyistes, et on était des hobbyistes à la base, donc c'était un peu bancal, de toute façon comme positionnement. À partir du moment où Atlan Games est devenu plus présent, et du coup aussi où je l'ai connu, je me suis dit ok, en fait ils font ça, et eux ils ont des salariés, des subventions, et ils le font bien. Ok, il faut identifier, il y a des pros, des hobbyistes, pas la même chose, il y a des assos qui peuvent gérer tous ces gens-là. C'est vrai que nous, du coup, on a plus repris, entre guillemets, si on veut dire le côté hobbyiste, comme tu dis, et de la transition amateur-créateur. Celui qui veut créer du jeu vidéo, qui veut rencontrer des gens qui en font, et puis après, derrière, si tu veux en faire un business, nous, on a un peu ce côté de... il y a Atlan Games qui fait ça à côté, quoi. Donc, tu peux faire ta structure, ils vont t'aider là-dessus, et nous, on est là... tu veux faire un jeu, vas-y, parle-en aux gens qu'on connaît, et puis viens faire une game jam, et puis on en parle. Tu vois. Ouais, c'est cool parce que il faut essayer, ça sert à rien de se dire je vais devenir développeur de jeux sans essayer de faire des jeux. Je pense que
Enfin, voilà, déjà, il y a des écoles pour ça, mais même en sortie d'école, le jeu vidéo, c'est la galère. Je préfère le dire à tous les gens qui se disent ça a l'air trop cool. Le jeu vidéo, c'est la galère. En ce moment, il y a des licenciements en masse, les projets sont kill, il n'y a pas de financement. On s'éclate. Donc, par contre, faire des jeux, c'est génial. Faire le défi technique que ça représente, ce côté, c'est un sorte de puzzle. Son code, faut le faire. C'est un vrai challenge de le faire tourner en temps réel à 60 FPS minimum, tout en faisant un truc de gameplay qui est fun. Tu vois t'as plus de la satisfaction quand tu fais le jeu ou quand tu le montres à des gens? Enfin, quand tu vois les gens y jouer, quoi. Ouais, en vrai, les deux. Je l'oublie tout le temps parce qu'on fait pas assez de salons. Ça y est, on l'a eu le bruit du radiateur. On a fait beaucoup de salons, surtout avec Sterelen. Et en vrai, c'est toujours incroyable de voir des gens qui s'amusent devant ton jeu. Et on oublie le fait qu'il y en a qui ne se soient pas du tout amusés, mais on a vu des gens de tous les âges qui prennent du plaisir. Et là, tu te dis, waouh, c'est incroyable. C'est la sensation de. Ça fait du bien à l'ego, hein, mais ça fait vraiment du bien et c'est une motivation incroyable. C'est ce que je disais, tu recherches surtout ça ou c'est plus j'ai envie de perfectionner mon jeu et c'est ça que je ressens le plus. Après peut-être que les deux. Je pense que ça s'équilibre. Je pense qu'on oublie vite quand on fait son propre jeu qu'on est tout seul et qu'on teste toujours la même chose et qu'on a perfectionné un petit truc que personne ne verra jamais. On perd ce fil justement de. En fait, il faut que les gens aient du fun dans ton jeu et d'où l'importance de faire des salons et de voir les gens jouer et. Tu as cette notion de connexion humaine et tu imagines que vous avez mis des trucs soit ultra visibles comme des easter eggs ou alors des bouts dans le gameplay et quand vous voyez la personne faire « Ah ouais, c'est cool ça », là ça fait vraiment plaisir. C'est bête, mais dans Sterelen, on a mis le Tardis. En vrai, la ref, elle est gratuite. Mais le nombre de gens qui ont pris un screenshot en mode « Ah, trop marrant, il y a le Tardis !» Et ils l'ont posté sur les réseaux sociaux, tout ça. Ouais, en plus, ça marche ça aide à la viralité. C'est bon, c'était pas cher comme et vous avez les droits, enfin la BBC là en ce moment, je crois qu'ils savent pas, je pense. Ils se concentrent sur autre chose. Ouais. Et vraiment ce plaisir de montrer aux gens. Et actuellement, je fais un jeu multi où, même moi, quand je joue, on se marre. Là, on prépare un trailer. Alors, on s'est enregistré en train de jouer cet après-midi. Et c'était le bordel. C'était drôle. J'ai vu passer le petit trailer, le petit extrait. C'est Cthulhu, du coup, un jeu où, dans un univers un peu de Cthulhu, on va essayer en famille d'aller réveiller le grand ancien et de piller tout ce qui passe. Voilà. On a joué à la bonne humeur. Et vraiment, un moment, moi j'essayais de jouer normalement, quelqu'un essayait de m'en empêcher, il y a deux autres qui font n'importe quoi, et tout le monde rigole. C'est pour ça qu'on fait du jeu, parce que c'est marrant. Parce qu'en fait, pendant le confinement, pendant le Covid, il y avait un peu une crise existentielle, tout le monde, en mode, faire du jeu vidéo, alors qu'il y a des gens qui sont en train de se tuer à l'hôpital pour sauver les gens, je me sens inutile, quoi. Je sens que mon métier, c'est stupide, c'est futile. Et... Après, je dirais pas forcément que c'est futile, tu vois, tu peux aussi faire passer des messages par le jeu vidéo, tu peux t'en servir d'une certaine façon. Mais j'ai fait la paix, c'était difficile pendant le confinement d'accepter que, je produis de l'entertainment, globalement, mais qu'en fait, il y a des gens qui en ont besoin, et des gens que je considère utiles, le soir, ils rentrent, et ils sont contents de s'amuser sur Cthulhu avec leurs potes. Ouais, c'est clair. Si tout le monde est chacun en son coin, et que tu as un jeu que tu peux jouer en ligne... les Jackbox et tous ces trucs-là, ça a permis de garder la connexion avec les gens. On parle beaucoup de santé mentale en ce moment, donc ça peut y jouer. Après, tu peux aussi avoir des messages écologistes, des messages militants dans tes jeux aussi. C'est une façon aussi de tout à fait contribuer à changer le monde. De toute façon, et tous les jeux sont politiques, qu'on soit clair. Même si des gens prétendent le contraire, tous les jeux sont politiques. Forcément. On pense à Animal Crossing, notamment le jeu le plus politique. Capitaliste. Ça c'est dans Toulouse on en joue un peu parce qu'on vient chercher des trésors, on vient piller des trucs pour chercher des trésors, mais on est conscient de ça et on essaie d'amener un twist de en fait tu joues des méchants, tu joues des salauds et ils sont un peu stupides, mais t'en rigoles parce que quand tu vas jouer tu vas te prendre des pièges, ils vont s'en prendre plein la tronche et puis le scénario, l'histoire va tourner autour de justement pourquoi tu fais ça et est-ce qu'à la fin t'es pas un peu perdant dans l'histoire, mais avec de l'humour, tout ça. C'est des trucs à la Broforce où l'Amérique débarque, clairement c'est pas les gentils, mais tu t'amuses bien. Voilà, c'est ça. Et tu fais réfléchir gentiment. Le but c'est pas que les gens se prennent la tête dessus. Même si j'ai rien contre, typiquement Enterre à mon amour, où c'est un peu l'inverse de, il y a pas vraiment de jeu. Tu vas lire une histoire vraie qui est horrible. Tu sais que,
C'est plus un fragment, genre une mémoire ou quelque chose, enfin, une on expérience, quoi. Voilà, je sais pas si on faisait un jeu sur la guerre en Ukraine prochainement. Déjà c'est trop récent comme sujet, mais ce serait compliqué. Mais, donc, politiquement, oui, on peut amener des choses plus ou moins subtilement, plus ou moins voulues. Et les joueurs qui l'acceptent ou qui s'en rendent compte ou non, ils captent les messages. Oui, c'est vrai que le jeu vidéo a cette capacité à te leurrer presque. Tu joues au jeu et à un moment tu te rends compte du jeu auquel tu es en train de jouer. C'est un peu le twist à la M. Night Shyamalan, mais plus puissant parce que c'est toi qui as joué, c'est ça. Voilà, ouais. C'est le twist de Braid, où en fait t'es le méchant dans Braid. Spoiler. Ça va, si l'on va jouer. Je pense qu'on est d'accord. Mais du coup, est-ce que déjà tu es tout seul sur la prod, et puis vous en êtes tout dans la prod si vous êtes plusieurs? Alors, Toulouse, je suis pas tout seul, heureusement. Je travaille avec du coup Eddie Margueron, tech artist 3D. Voilà, je lui demande d'afficher un truc, ça s'affiche, c'est joli, donc c'est super. Très très pratique. Et lui me demande de coder un truc, c'est codé, donc ça marche plutôt bien comme duo. Eddie qui était à Lone Stone aussi, donc maintenant qui est en freelance. Et on est en train de voir comment on va structurer après pour pouvoir bosser ensemble plus d'un jeu. On a d'autres idées de jeux derrière. Et pour le game design, level design, on est avec le Headbang Club, David Elaé et toute son équipe qui ont fait notamment Double Kick Heroes. Mais David, il était à Motion Twin, il a fait Mush, il a fait des trucs multi déjà. Et il a sorti 150 jeux, donc sa page Wikipédia elle est énorme. Beaucoup d'expérience ce bonhomme. Donc on manque de financement et tout ça, mais là on considère qu'on a fini la pré-production, on sait où on va. On fait un jeu, en fait notre rêve c'est Fort Boyard, parce que pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Fort Boyard avec du Cthulhu, donc je pense que tout ira bien, et Overcooked. Est-ce qu'il y a un vieux? Il n'y a pas encore. C'est vrai que c'est quand même. C'est vrai qu'on n'a pas fait la ref Obvious. On a fait les clés. On n'a pas fait les nains. Je te vois venir, toi. On a fait la chute de pièces. Tout de suite. Tu parlais de politique, le vieux, ça peut être. Ouais. Donc j'ai perdu le fil. La production, l'endroit où tu es rendu dans la oui, prod. Donc on finit la pré-prod. Donc là, en gros, on est en train de finir des passionnants dossiers, pitch deck, vidéo pour dire aux gens, maintenant ça ressemble. Parce qu'on a essayé en 2023. Déjà, on pitchait un truc un peu compliqué et on ne savait pas trop où ça allait, nous-mêmes. Et là, on sait où on va, c'est très clair. Le jeu, on peut jouer, il y a 1 heure de jeu et je pense que tout le monde comprend en jouant. Donc on demande moins d'argent, on sait plus où on va, mais on demande de l'argent quand même à des éditeurs, fonds d'investissement. Ouais, d'accord. Ouais. Mais on sortira le jeu quoi qu'il se passe, parce que j'y crois pas trop, la période est compliquée, mais on sortira le jeu de toute façon. Ça peut, moi j'y crois tout. Ça peut. Puis les pays fonctionnent pas de la même façon, il y a des investisseurs un peu à droite à gauche. Il y a des gens qui ont réussi leur jeu aussi, j'imagine, qui se sont penchés sur le sujet. Après, ça dépend de la conjoncture économique aussi, j'ai envie de dire. Ça a beaucoup d'impact, je pense. On en parlait avec Aziz sur un autre podcast où, il parlait justement des difficultés, quoi. Il trouve des gens et après, du jour au lendemain, non, en fait, finalement, ça va pas rentrer dans les sous, machin, ou il y a eu un truc qui s'est passé, Unity, tu parlais. Ouais. Et donc forcément ça a un impact. Mais du coup c'est intéressant parce qu'on peut parler de T-Games aussi. Ouais, ça me venait en tête aussi. Donc, avec de l'époque StarNN, Vincent Bosé qui a fait le jeu Psycho Starship Rampage, ils l'ont sorti une semaine avant StarNN, n'ont pas eu le même succès. Mais voilà, 2 shmups français à une semaine d'écart. Donc je me suis associé avec lui pour créer une sorte de micro, c'est pas une sorte, c'est un micro-distributeur. L'idée, c'est que, on va pas faire, déjà on se rémunère pas avec, c'est une structure dont le but premier, c'est de distribuer nos jeux, c'est de les mettre en vente sur les plateformes, de récupérer l'argent et de nous reverser l'argent quand on veut. Ça a un côté très comptable à la base. Et on s'est dit, déjà il y a d'autres gens qui ont ce besoin de juste, je sais pas, je suis tout seul, j'ai fait un jeu, c'est plutôt pratique que quelqu'un se fasse toutes les envers de W8 BEN au fisc américain, de convertir des dollars au bon moment, de gérer les promotions de mes jeux, tout ça. Donc il y a des gens qui sont intéressés juste par la facilité comptable qu'on apporte. Et il y a nos jeux, donc on a commencé à accueillir d'autres jeux de gens qui en fait se seraient auto-publiés. De toute façon, ils seraient allés tout seuls sur Steam ou sur toutes les autres plateformes. Ouais. Et là, ils passent par nous.
On prend un tout petit pourcentage des ventes parce qu'il faut quand même payer le comptable, on a un serveur parce qu'on a un outil interne qui permet justement de manger tous les rapports de vente des jeux et de faire des stats sympas et de cliquer pour demander son argent, ce genre de choses. Et donc on prend un petit pourcentage, en échange, on n'est pas un éditeur, on ne va pas financer 50 000 balles un projet, faire du marketing et tout, on n'a pas cette force-là, mais en fait, plutôt que de se lancer tout seul à faire son jeu, en passant par T-Games, on essaie de monter une petite communauté de gens qui... on a commencé à faire une base de connaissances dans laquelle, comment on met des succès Steam dans son jeu Unity. C'est cool ça. Des trucs un peu techniques comme ça, ou comment on va profiler pour gagner quelques frames par seconde. Donc des trucs un peu techniques, des trucs un peu plus généraux. Base de connaissances, communauté, et puis simplification administrative, c'est vraiment le cœur du truc. Avec volonté de l'ouvrir, ce genre de choses, ou pas du tout? Enfin, c'est plus en Il y a une partie interne. sous NDA. Donc quand on parle typiquement, on donne des conseils pour faire le portage Switch, parce qu'on ouvre aussi la possibilité d'aller sur les consoles, vu qu'on a les accès publishers. Donc typiquement la Switch, on peut envoyer des jeux sur Switch, on peut prêter un dev kit, ou on peut faire le portage nous-mêmes si vraiment on aime bien le jeu. Et donc là, on a de la doc, mais si on la partage en ligne, on est mort. On est fermé. On avait parlé avec Alad. On fait beaucoup de liens avec. Ça t'amusait au montage. Et ouais, donc on pourra pas tout ouvrir. Là, je sais que quelqu'un nous a demandé, pareil, typiquement les images et vidéos qu'il faut mettre pour son jeu Steam. T'es curieux de savoir qu'est-ce qu'il fallait comme. On a un tableau quelque part, Notion. On le met tout ça en Notion. Donc on peut partager aussi juste une page avec l'info, quoi. Donc voilà. Après T-Games, comme on n'est pas rémunéré avec, ça reste, il faut trouver à manger à côté, il faut faire des jeux. Clairement, si je peux passer Cthulhu via T-Games, c'est tout bénef pour moi. Enfin, ça, c'est un peu la synergie. Et puis je crois en mon propre truc je m'auto-distribue par ma structure d'auto-édition. Ça a du sens. Ouais. Mais si on me donne 500 000 €, en vrai, c'est pas grave, je ferai le deuil de cette idée et ça ira. Après, et T-Games, c'est un logo que vous mettez sur le jeu derrière et tout? C'est pas obligatoire. Il y a aussi la traduction en breton qu'on propose. C'est cool ça. C'est intégré, je veux dire, c'est proposé dans le. Ouais. En fait, on a le processus de distribution. Ouais. C'est bien ça. Mais pas obligatoire, parce qu'on ne soyons pas trop extrémistes. Moi, c'est un truc qui me tient à cœur. Flippon, et STRLN sont traduits en breton. On n'a pas fait Nightcall ou Flat Eye sur lequel j'ai travaillé, mais parce qu'il y a des livres entiers à traduire. Donc, d'ailleurs, c'est une asso Andruisig qui est borbillanaise ou nantaise, je sais plus. Hop, faudra chercher. Ouais. Mais du coup, qui nous avait fait les traductions sur STRLN et Flippon, et qui était OK de dire T-Games, on peut regarder les projets, s'il y en a qui sont motivés à avoir la trad bretonne, nous on veut bien les faire. Et puis si T-Games un jour a un financement ou autre, on fera un don à l'asso où on leur payera des trucs aussi, quoi. Ok, donc vous passez par l'asso, mais c'est plus de leur volonté à eux. C'est eux qui ont le mot final, ouais. Mais ouais, après ce que je veux dire, c'est que vous leur proposez, vous dites il y a ce jeu où il y a possibilité de le traduire et si vous avez envie, vous le faites, c'est ça un peu. Il n'y a pas de prestations. C'est ça que Pour l'instant, non, parce que de toute façon, on n'a pas les moyens de les payer et que ça reste une asso assez petite. Je pense pas qu'ils aient des besoins. Enfin, je peux me tromper, là j'en serais désolé, mais je crois pas qu'ils veuillent se payer non plus avec cette asso. Ouais. Mais bon, je comprends qu'on veuille payer des events, des machines, il y a des besoins aussi dans l'asso de gagner un peu d'argent. Je sais que t'es brestois, mais la traduction en gallo, peut-être Moi, je n'ai pas connaissance d'assaut qui traduit en gallo. Il y a l'Institut du Gallo, mais je ne sais pas s'ils font des traductions, des choses comme ça. Après, c'est des structures dans Rennes qui arrivent. Là, j'ai encore vu passer, d'ailleurs, ça change complètement le jeu vidéo, mais j'ai vu passer aujourd'hui les votes du conseil régional sur les budgets des langues régionales. Okay. Donc, qui veulent encore toujours mettre en avant le truc. Et moi, c'est un truc qui me tient à cœur parce que tu es brestois, donc peut-être que tu as des bretonnants dans ta famille, mais moi j'ai des galaisans dans ma famille, donc c'est pour ça aussi que ça me tient un peu à cœur. Mais donc du coup, voilà, c'est une proposition que je lance. Si un jour vous rencontrez, ou si moi je vous passerai le mot. Avec plaisir. Ça serait ce qu'on a fait, c'est concrètement, on a un Discord avec T-Games qui est, il y a des donc on accueille chaque jeu sur le Discord, chaque développeur, tous les membres du studio dessus, et il y a aussi donc du coup ces traducteurs et potentiellement d'autres prestataires, que les gens aussi, il y a un côté communautaire qu'on veut alimenter. Ouais. Ça en fait partie. Voilà, juste en disant, si vous voulez, vous pouvez mettre du breton, et on l'a fait sur ces jeux-là. Et,
Moi, c'est effectivement un truc qui me tient à cœur aussi, même si je parle pas breton, avoir quelques mots, mais... J'apprends. Mm. Je l'apprends, mais bon. Ouais, c'est... Un jour, j'apprends les galop. Non, c'est une sacrée langue à apprendre aussi. Non, c'est intéressant. C'est intéressant. Ça a plein de trucs Exceptions. culturellement, ouais, des exceptions, même, je sais pas, c'est riche, quoi. Ouais. C'est toujours intéressant. J'adore de découvrir des choses. que ce soit la musique ou l'histoire, enfin me renseigner sur voilà, la culture, l'héritage, quoi. C'est ça. Ça me parle beaucoup. L'ancrage local aussi intéressant. On peut parler d'Anankou, mais qui du coup est aussi un peu lié à sa création nantaise de Alchemy. Mais du coup, voilà. Que dire d'autre sur T-Games Voilà, on l'a lancé il y a 1 an. On a démarré tranquillement parce qu'il fallait déjà faire beaucoup de paperasse administrative et compagnie. Là, du coup, on a accueilli Take the King, notre premier jeu qui est sorti sur PC en octobre-novembre dernier, là sur mobile il y a quelques semaines. On a d'autres signatures qui arrivent de projets franchement super cool. Donc on est très contents. Enfin, il y a des gens que ça intéresse et ça nous fait plaisir. On va faire tout ce qu'on peut pour que c'est une belle release, donc pas hésiter à regarder. Voilà. On n'a pas vocation à devenir le numéro 1 de l'édition en France. C'est vraiment, on restera un petit truc qui gère à son échelle des jeux, des gens qui veulent venir. Mais vraiment ce côté communautaire, on a un côté mentorat, tutorat aussi. Si on prend quelqu'un, c'est pour le suivre, c'est pour le conseiller, même si potentiellement le jeu ne va pas marcher, derrière, l'aider aussi à rebondir, suivre un peu les gens, quoi, pas juste signer le contrat. Quoi. Est-ce que vous avez pensé à approcher les gens qui organisent des game jams un peu, toi, tu fais un bon jeu, là Pas encore, on n'a pas... En fait, on a déjà là suffisamment de propositions pour l'année. Ça va. Donc, on reste modeste sur... si on fait 10 releases en 2024, c'est déjà trop, je pense. Donc, voilà, si on en fait 4-5, c'est bien. Il faut qu'on trouve le point d'équilibre entre... Il nous faut du volume, parce qu'on prend un faible pourcentage. Donc il faut quand même pas mal de ventes pour qu'on ne perde pas de l'argent, et que la structure ne ferme pas, et du coup ce serait gâché. Mais si on en prend trop, on n'arrivera pas à gérer non plus. Donc faut trouver l'équilibre. Puis c'est la loterie. S'il y a un jeu qui marche, ça peut être Toulouse, je sais pas. Moi je me le souhaite. Et je souhaite aux autres aussi. Il y a vraiment des projets très cool qui arrivent, et on y croit beaucoup. Mais si un projet marche, il va porter tout le monde. En fait, ça va être bénéfique. Et ça peut débloquer plein de choses. Une fois qu'on aura un peu de budget, plus facile de demander des aides. Plus facile de voir un jeu trop cool et de dire bon, toi on te donne un chèque d'avance, on te donne ce qu'on appelle le minimum garantie de ok, on te donne 5 à 10 000 euros d'avance pour que tu finisses ton jeu, ce sera recoupé sur tes ventes, mais on y croit tellement que et donc, du coup être plus attractif, donc avoir des meilleurs jeux ou d'autres jeux. Donc voilà, tout ça évidemment en essayant de travailler à côté, de faire un jeu, parce que j'avais pas assez d'entreprise et j'avais pas assez de travail. Là, ça a l'air très cool. Merci. J'ai vu passer des posts de Pixel Nest. Est-ce qu'il y a des choses Bientôt. Sur LinkedIn. Moi, en ce moment, je suis très LinkedIn bro. Voilà. T'inquiète. C'est une forme de rédemption que je fais en public. Je crois que j'ai compris comment ça marchait, mais c'est pas un compliment, quoi. Faut mettre des emojis et parler comme un vieux. Oh. Ça reste un des seuls réseaux qui est pas en train de partir dans tous les sens. Ouais, peut-être parce qu'il était déjà loin au début. C'est plus mon avis. Ouais. Mais bon, j'ai du reach là-dessus, donc je fais des posts, et notamment quand on parle de ces boîtes et de sa carrière, je pense que ça reste quand même l'endroit où ça a un peu de sens. Donc Pixel Nest, j'ai vu avec Mathieu, là on est en train de voir les papiers pour que je récupère la société à 100%, donc il sortirait du capital. Enfin, c'est beaucoup de paperasse pour pas grand-chose. En fait, c'est très compliqué de sortir du capital d'une société. Très coûteux aussi. Enfin, voilà. C'est un peu plus simple de la fermer, en recréer une autre. Si, c'était limite plus simple. Ouais. Mais j'avais dans cette idée que tant qu'à sortir un nouveau jeu, Toulouse, plutôt que de remonter une structure avec quelqu'un, donc j'aurais eu ma micro-entreprise, Pixel Nest, et une nouvelle structure, plus T-Games, sur un moment, ça fait beaucoup, quoi. Et je pense que même l'URSSAF, ils vont me dire ça fait beaucoup. Ou le fisc, ils vont aller voir ce qui se passe, quoi. Ouais, puis Pixel Nest, la marque, elle est connue un peu quand même. Je pense pas, plus maintenant. Ah ouais. Mais on pourra quand même dire, bon, voilà, on a fait STRLN, voici le nouveau jeu des gens qui ont fait STRLN. Enfin, ouais, c'est ça, ouais. Ouais, il y a une forme ça part pas de zéro. Pas de grand chose, mais ça part pas de zéro, donc c'est plus simple. Faut embaucher par le gars les créateurs de STRLN. Ouais, c'est ça. Le trailer. Ah ouais. Le gars américain. Peut-être, ouais. Ils font plus les trailers comme ça d'ailleurs. Je pense que les gens sont saoulés. Hein, Si tu le fais en breton. Ouais.
Ça touchera pas beaucoup de monde, malheureusement. Ouais, mais c'est pas grave. Il s'amusera. Du coup, c'est bien. Là, dans Cthulhu, on a un volet un peu, enfin c'est pas satanique, mais le côté culte de Cthulhu. Je me suis dit, ouais, on met des textes en breton, les gens ils croient que c'est du, c'est du démoniaque. Ça a l'effet contraire de ce qu'on voulait. Ouais. Donc, tu mets une recette de pain en breton, et en fait, tu fais croire que c'est une grande invocation de démons là. Ah, ça se dit bara. C'est vrai, il a bien. Et T, c'est Tu as maison. bien apprendre. T Games, la maison des jeux. Ouais, c'est C'est ça. vrai. Avec le Y qui n'existe pas en breton. Alors si, il existe dans l'ancienne, voilà, c'est une vieille écriture T Y. J'ai quand même vérifié. Ah, t'as Après, quand même donc, vérifié, ouais, parce Voilà. que j'avais vu. Ouais, bon, en tout cas, pas dans le moderne, mais. Non, pas dans le moderne. Mais c'est pour ça qu'aussi il y a quand même plein de crêperies ou de machins qui ont T devant. On n'est pas incroyablement originaux, mais ça a l'avantage de passer en anglais T, thank you, Thai. Enfin, voilà, Oui. ils arrivent à le prononcer quoi. Donc ça va. Après, il y a une marque qui s'appelle Thai et on va pas le dire trop fort pour pas qu'ils entendent. On était un peu prudents, voilà. On a c'est pour ça qu'on dit toujours T-Game, c'est attaché. Ouais. On essaie c'est pas T plus loin Game, c'est T-Game en un seul mot. C'est pas pareil. On fait pas des peluches. C'est très important. Pour la marque. Mm. Du coup, il n'y aura jamais de peluche. Ça Non, répond à cette c'est question-là. marrant. On n'a pas le droit. Voilà, c'est quoi la transition vers la suite T'avais C'est noté quoi la d'autres suite, trucs Damien? Voilà, c'est c'est Cthulhu. En vrai, c'est Cthulhu si j'ai Pôle emploi dans quelques semaines. Sinon, je sais pas. Sinon, c'est la merde. Je crois que c'est quoi? C'est France Travail maintenant? Oui, c'est France Travail. Même c'est toujours Pôle emploi.fr. Oui, Ouais. ouais. C'est un peu les deux, quoi. Ouais. Temps de la transition. Bah écoute, on peut s'arrêter là. Ouais, je sais pas combien de temps on a fait. Ah, on a c'est une pas heure. mal. qu'est-ce C'est qu'on bien. avait dit? Bien joué. On avait dit 1 heure à peu près. Bah, c'est parfait. Parfait. Bah, du coup, je sais pas si t'as quelque chose à rajouter, un truc. Covid, c'est la vie. Picovid, c'est très bien. Si vous êtes intéressé par le développement de jeu, lancez-vous sur du Pico ou une Jam. Commencez petit, faites un Pong. En vrai, faire un Pong, c'est super. Et puis quand on a fait un Pong, eh ben, on fait un Pong de joueurs et on joue avec quelqu'un. Et après, on met une IA qui est imbattable. Et après, on fait une IA qui est moins imbattable. Et après, on met des bonus. Et après, on met des lasers. Et en fait, voilà, on sait faire des jeux. Quoi. Mais... Faites un Pong. Ouais. Ensuite, venez en jam avec nous. Puis après, vous allez voir T-Games. c'est Ouais, pas mal. c'est comme ça. C'est ça. Faut faire le t-shirt maintenant. Bon, bah sur ces belles notes, on peut peut-être s'arrêter là. Puis on vous engage, enfin, on vous encourage à. Vous êtes obligés. C'est politique. on vous encourage à liker, partager, commenter, comme d'habitude, tous ces épisodes. Et puis on se retrouve pour la prochaine fois avec quelqu'un d'autre d'exceptionnel comme Damien. Et puis merci. À la prochaine. Merci à vous. Ouais. Merci. Au revoir. Salut. Si vous êtes capable de faire tourner à 60 IPS votre jeu, on peut vous mettre une petite vignette en plus sur la boîte. Trop cool pour dire 60 IPS. Et donc, fatalement, tu vas courir après, C'est en des fait. achievements, en fait. Ouais, c'est des achievements ça, dev, quoi. Donc, c'est- ça te met une pression Non. aussi technique là-dessus, mais...